New York se réveille comme tous les matins. Les trottoirs se remplissent, les cafés ouvrent. La ville reprend son mouvement mécanique presque indifférent à ceux qui la traversent. Rien ne distingue ce jour des autres. Rien n'annonce qu'en quelques minutes, un événement va rompre cette routine et provoquer une onde de choc bien au-delà de Manhattan. Brian Thompson marche seul. Il est dirigeant de l'un des plus puissants groupes d'assurance santé des États-Unis. Un homme dont le visage est inconnu du grand public, mais dont les décisions affectent chaque jour des millions de vies. Dans un pays où l'accès aux soins est une question vitale, son rôle est central, même s'il reste invisible. Puis, tout bascule. En pleine rue, en plein jour, un homme s'approche, une arme est brandie. Coups de feu retentissent. Brian Thompson s'effondre sur le trottoir. L'attaque est rapide, sans artifice. Lorsqu'elle s'achève, le PDG est mort. La rue est figée, la ville continue pourtant de tourner autour de ce corps désormais immobile. Très vite, l'information se propage. Les chaînes d'information interrompent leur programme, les notifications s'accumulent sur les téléphones. Un PDG assassiné à New York, en plein Manhattan. Le choc est immédiat. La police lance une traque à grande échelle. Les images de vidéosurveillance sont analysées, diffusées, partagées. Une silhouette apparaît, un visage partiel. Un suspect prend forme, sans nom encore. Pendant plusieurs jours, il échappe aux autorités, se fondant dans l'anonymat du territoire américain. Puis, loin de New York, en Pennsylvanie, dans un lieu presque banal, presque absurde par le contraste avec la gravité des faits, un jeune homme de 26 ans est interpellé sans résistance. Son nom, Luigi Mangione. En un instant, le récit change de centre de gravité. Le meurtrier présumé n'est plus une silhouette floue, mais un homme avec un nom, un âge, une histoire. Les enquêteurs rapportent avoir découvert dans ces affaires des éléments qui vont profondément modifier la lecture de l'affaire. Une arme, des écrits, des mots soigneusement consignés, des idées. Ce ne sont plus seulement des preuves matérielles, mais des traces d'une pensée, d'un raisonnement, d'une colère. À partir de ce moment, l'affaire cesse d'être uniquement un homicide. Elle devient un révélateur. Un point de tension entre un individu et un système. Entre un acte de violence et une réalité sociale plus vaste. Luigi Mangione est placé en détention. Mais autour de son geste, le débat ne fait que commencer. Car très vite, si certains verront dans ce meurtre un crime impardonnable, d'autres y liront un symptôme. Et une question va s'imposer, bien au-delà du tribunal. Ce meurtre raconte-t-il seulement l'histoire d'un homme ou celle d'un système tout entier ? Très rapidement, l'acte attribué à Luigi Mangione cesse d'être perçu comme un simple fait criminel isolé. Il ne reste pas confiné aux rubriques faits divers. Il circule, se transforme, s'amplifie. Il devient un événement discursif, un point de cristallisation autour duquel se concentrent des colères anciennes, des frustrations diffuses et un sentiment d'injustice largement partagé à l'égard du système de santé américain. Dans les heures et les jours qui suivent l'assassinat de Brian Thompson, les réactions publiques dessinent un paysage contrasté. La condamnation morale est massive dans les médias et immédiate dans la bouche des politiques. Mais simultanément, une autre parole émerge, une parole brute, parfois violente, souvent désespérée. Des milliers de messages affluent sur les réseaux sociaux, racontant des refus de remboursement, des traitements interrompus, des diagnostics retardés, des familles endettées à vie pour avoir tenté de se soigner. Ces récits personnels ne sont pas marginaux. Leur accumulation atteste enfin d'un phénomène systémique. Pour beaucoup, l'acte présumé de Luigi Mangione n'est pas interprété comme un geste absurde, mais comme une vengeance dirigée contre une industrie entière. Brian Thompson, dans ce récit collectif, cesse d'être un individu pour devenir un symbole. Le symbole d'un système accusé de transformer la santé en produit financier et la maladie en variable de coût. La cible n'est plus seulement un homme, mais une architecture économique et morale. Certains analystes décrivent alors l'événement comme une forme de propagande par le fait. L'expression est lourde, historiquement chargée et profondément controversée. Elle ne vise pas à justifier la violence, mais à constater son efficacité symbolique, là où des rapports, des alertes politiques et des mobilisations traditionnelles échouaient à imposer le sujet au centre du débat national, un acte violent, condamné par la loi, parvient enfin à provoquer un choc discursif immédiat. Le système de santé américain devient brutalement un sujet impossible à esquiver. Ce choc met en lumière une réalité bien connue, mais rarement affrontée frontalement. Aux États-Unis, l'assurance santé n'est pas conçue comme un droit fondamental, mais comme un service marchand. Son fonctionnement repose sur une logique de calcul où chaque soin est évalué en termes de coût, de rentabilité et de risque. Dans cette logique, refuser une prise en charge n'est pas une anomalie morale, mais une décision rationnelle au regard des objectifs financiers. L'affaire Mangione force alors une remise en question plus profonde.
Elle ne porte pas seulement sur les abus ou les dérives du système, mais sur ses fondations mêmes. Peut-on réellement concilier une logique de profit avec une mission de soin ? Peut-on attendre d'un assureur privé qu'il agisse comme un garant du bien-être collectif, alors que son modèle repose sur la sélection des risques et la minimisation des dépenses ? Cette interrogation traverse la société américaine bien au-delà des cercles militants. Elle s'invite dans les médias grand public, dans les débats politiques, dans les conversations ordinaires. Elle met en évidence une fracture morale. Pour une partie croissante de la population, le système de santé ne dysfonctionne pas par accident, mais par conception. Il produit structurellement de la souffrance, de l'exclusion, de la violence sociale. L'impact de l'assassinat se fait également sentir dans le monde des entreprises. Le meurtre de Brian Thompson agit comme un rappel brutal de la vulnérabilité des élites économiques. Dans un univers où les dirigeants évoluent souvent protégés par des couches d'abstraction, de chiffres, tableaux, algorithmes, l'événement rappelle que leurs décisions ont des conséquences humaines directes, et que ces conséquences peuvent susciter une colère réelle, elle aussi, et parfois incontrôlable. Cette prise de conscience s'est avant tout traduite pour les assureurs par des mesures de sécurité accrues, des événements annulés, des présences publiques réduites. Les figures dirigeantes ont peur et se protègent. Mais à plus long terme, c'est une désacralisation de ces dernières qui s'observe. Le PDG n'apparaît plus seulement comme un gestionnaire neutre, mais comme un acteur moralement impliqué, un individu qui peut être interpellé, critiqué, voire tenu pour responsable des violences systémiques qu'il administre. Cette désacralisation ouvre aussi la voie à une transformation du discours médiatique. Les enquêtes journalistiques se multiplient. Les pratiques de certaines compagnies d'assurance, notamment United Healthcare, sont examinées de manière plus agressive. Des décisions internes, autrefois invisibles, sont mises en lumière. Sous cette pression, des annonces d'amélioration de la prise en charge et de réformes internes voient le jour. Elles ne constituent pas une refonte du système, mais elles témoignent d'un changement de posture motivé par la peur. Pourtant, l'impact sociétal de l'assassinat de Brian Thompson reste profondément ambivalent. D'un côté, il brise une forme de complaisance collective, il force un débat nécessaire, il rend visible des souffrances longtemps ignorées, il catalyse une colère jusque-là fragmentée. De l'autre, il intensifie selon certains la polarisation. Beaucoup rappellent que la violence, même lorsqu'elle se veut symbolique, comporte un risque majeur, celui de normaliser l'idée que le changement ne peut passer que par la destruction. Ce paradoxe nourrit une dynamique nouvelle. Un activisme hybride émerge, mêlant campagne numérique, manifestations physiques, production culturelle, détournement symbolique. Un activisme qui ne se réduit pas à l'adhésion à l'acte, mais qui s'en sert comme un point de rupture. Un moment où la critique systémique devient audible et presque inévitable. En définitive, l'affaire Luigi Mangione ne réforme pas le système de santé américain. Elle n'en abolit ni les logiques ni les structures, mais elle en révèle la violence latente. Elle expose le conflit fondamental entre la rentabilité économique et la dignité humaine. Et elle laisse une question ouverte suspendue au-dessus du débat public. Combien de vies brisées, combien de colères accumulées faut-il pour qu'un système accepte enfin de se repenser ? Très rapidement après l'assassinat, un phénomène parallèle au débat judiciaire se déploie dans l'espace numérique. Un phénomène massif, spontané, difficile à contrôler. Sur les réseaux sociaux, l'affaire Luigi Mangione devient un objet mémétique. Images détournées, slogans ironiques, vidéos, montages, hashtags. Ce flot de contenu ne relève pas du simple divertissement. Il constitue une forme contemporaine d'expression politique. Les mèmes entourant Luigi sont analysés comme une étude de cas exemplaire de l'activisme numérique et de la contre-culture en ligne. L'acte présumé y est interprété non comme un fait criminel isolé, mais comme une attaque symbolique contre l'exploitation des entreprises et l'oppression de classe. Cette relecture profondément polémique devient le moteur d'une production massive de contenu participatif. Ces mèmes ne fonctionnent pas comme des slogans politiques traditionnels. Ils ne proposent ni programme ni revendications structurées. Ils opèrent autrement. Ils condensent des émotions, des colères, des frustrations dans des formats courts, ironiques et souvent ambigus. Ils permettent à des milliers d'individus de participer au débat sans passer par des formes classiques d'engagement militant. Dans ce contexte, Luigi Mangione est progressivement transformé en figure virale. Son image circule, se déforme, se réinvente. Il est parfois surnommé The Adjuster, parfois élevé au rang de héros populaire. Cette glorification n'est pas tant l'expression d'un soutien individuel que le symptôme d'une colère collective. Une colère dirigée contre ce qui est perçu comme l'avidité des grandes entreprises, l'indifférence des assureurs et l'injustice structurelle du système de santé. Les chercheurs parlent ici d'activisme participatif ou d'activisme subtil. Les mêmes deviennent des outils d'expression politique accessibles, peu coûteux et immédiatement partageables. Ils permettent à des individus issus de milieux très différents de manifester une solidarité émotionnelle. Une solidarité qui ne repose pas sur une organisation formelle, mais sur ce que les théoriciens appellent des publics affectifs.
Cette dynamique est particulièrement visible dans les campagnes en ligne comme le hashtag FreeLuigi. Derrière ce hashtag, on trouve moins une revendication juridique qu'un cri collectif, un moyen d'exprimer un malaise, un ras-le-bol, une défiance envers les institutions. Les mèmes deviennent alors un pont entre le monde numérique et le monde réel. Ils accompagnent et parfois inspirent des manifestations physiques où apparaissent des slogans comme hashtag class warfare ou lutte des classes. Un autre aspect central de cette production mémétique est la défiance institutionnelle. De nombreux mèmes construisent des narratifs alternatifs, souvent parodiques, qui visent à remettre en question les récits officiels. Les mèmes de faux alibis, par exemple, dans lesquels des internautes prétendent avoir été avec Luigi Mangione au moment du crime, jouent sur l'absurde. Mais derrière l'humour se cache une critique profonde des procédures judiciaires, de la police et du traitement médiatique de l'affaire. Le fait que des milliers de personnes participent à ce jeu collectif révèle un niveau élevé d'implication émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de plaisanter, il s'agit de contester symboliquement l'autorité des institutions, de signaler une perte de confiance et de revendiquer le droit de produire ses propres récits face à ceux des médias traditionnels. La satire ironique est au cœur de ce dispositif. L'ironie permet de dire plusieurs choses à la fois. Elle protège, elle masque, elle amplifie. Les mèmes jouent sur une ambiguïté permanente. Sont-ils purement satiriques ou portent-ils une conviction politique sincère? Cette ambiguïté permet une large participation. Chacun peut s'y projeter à son propre niveau, de l'attachement ironique à l'engagement politique assumé. Certains mèmes se concentrent volontairement sur des éléments superficiels, comme l'apparence physique de Luigi. Des phrases comme « la seule chose criminelle, c'est sa structure osseuse » déplacent l'attention vers les codes esthétiques des réseaux sociaux. Ce glissement minimise symboliquement la gravité de l'acte tout en dénonçant implicitement la superficialité de la couverture médiatique et de la culture du spectacle. D'autres mèmes opèrent un recadrage symbolique beaucoup plus explicite. Luigi Mangione est parfois représenté comme une figure christique, marchant vers la croix, ou comme un martyr moderne. Ces images suggèrent l'idée d'un système judiciaire biaisé, d'une condamnation déjà écrite et d'un individu sacrifié pour préserver l'ordre établi. A l'inverse, certains détournements le placent en opposition directe avec les élites économiques et politiques. On le voit sur de fausses couvertures de magazines, en contraste avec des figures comme Donald Trump, accompagnées de slogans anticapitalistes, tels que « Eat the Rich ». Dans ces représentations, Luigi devient un symbole malléable, un support sur lequel se projette une critique globale du capitalisme contemporain. Cette production mémétique fonctionne aussi comme un mécanisme d'appartenance. Comprendre les références, saisir l'ironie, reconnaître les codes visuels devient un marqueur d'identité. Un « nous », le peuple, se forme implicitement face à un « eux », les élites, les médias traditionnels, les institutions, qui sont relégués au rang d'outsiders, incapables de décoder le langage du groupe. En définitive, les mèmes autour de Luigi Mangione ne constituent ni un mouvement homogène, ni un projet politique structuré. Ils sont le symptôme d'un malaise profond, une forme contemporaine de contestation diffuse, fragmentée, ironique, mais profondément enracinée dans une colère de classe. Une colère qui ne trouve plus sa place dans les canaux traditionnels et qui s'exprime là où elle peut, dans les images, les blagues et les détournements. Le 9 décembre 2024, Luigi Mangione est inculpé de meurtre au second degré, de plusieurs infractions liées aux armes, ainsi que de meurtres qualifiés d'actes de terrorisme par un grand jury de Manhattan. Cependant, le 16 septembre 2025, en procédure d'État, un juge de New York annule les charges de terrorisme, estimant qu'elles sont insuffisantes juridiquement, mais maintient les accusations de meurtre au second degré et d'autres charges pénales. Luigi Mangione plaide non coupable. Le 1er décembre 2025, le procès commence et l'affaire entre officiellement dans sa phase judiciaire. À partir de ce moment, le rythme change radicalement. L'émotion et la viralité laissent place à la lenteur procédurale du droit pénal américain, marquée par une succession d'audiences techniques, de dépôts écrits et de décisions intermédiaires. Très rapidement, la défense engage une stratégie offensive, centrée sur la contestation de la légalité même de l'enquête. L'un des premiers axes concerne une possible violation des droits constitutionnels de Luigi lors de son arrestation et de son interrogatoire à Altoona. Selon les avocats de la défense, Luigi Mangione n'aurait pas été informé de ses droits Miranda avant d'être interrogé par les forces de l'ordre. Ils affirment qu'il a été questionné sans être clairement identifié comme suspect et sans avoir été averti de son droit fondamental de garder le silence. Si ces arguments sont retenus, certaines déclarations pourraient être jugées irrecevables par le tribunal. Un second point majeur concerne la fouille du sac à dos de Luigi Mangione. Selon la défense, ce sac aurait été fouillé à 2 reprises, dans 2 contextes distincts, avant qu'un mandat de perquisition ne soit délivré. Ces fouilles ont permis la découverte d'éléments cruciaux pour l'accusation, un carnet manuscrit et une arme à feu. Leur admissibilité est aujourd'hui au cœur du procès. La première fouille a eu lieu immédiatement après l'arrestation, sur le parking d'un McDonald's d'Altoona.
Des images de bodycam diffusées lors des audiences montrent les deux officiers examinant le contenu du sac alors que Mangione est déjà menotté. Les policiers expliquent avoir procédé à cette fouille dans un cadre de recherche d'un danger, affirmant qu'ils craignaient la présence d'un explosif ou d'une arme pouvant menacer leur sécurité. C'est au cours de cette première fouille que plusieurs objets ont été retirés du sac, dont un carnet rouge. Ce carnet, qualifié de manifeste par l'accusation, est présenté comme un élément clé pour établir l'intention et la motivation idéologique de Luigi. La défense conteste cependant la légalité de cette saisie, estimant que la justification sécuritaire invoquée ne permettait pas une fouille aussi approfondie sans mandat. La seconde fouille constitue un point de friction encore plus important. Elle a eu lieu plus tard au poste de police d'Altoona, lors de la procédure d'admission du suspect. Cette fouille est qualifiée par la police de fouille d'inventaire, une procédure censée consister à répertorier les biens personnels d'une personne placée en détention. Cependant, selon la défense, cette seconde fouille pose de graves problèmes juridiques. Elle est effectuée sans mandat, sans que Luigi soit présent, et surtout sans que les bodycams des policiers soient activés. C'est au cours de cette deuxième perquisition que les policiers découvrent l'élément le plus incriminant du dossier, un pistolet de 9 mm partiellement imprimé en 3D, qualifié de Ghost Gun. Les avocats de Luigi Mangione soutiennent que ni la première ni la seconde fouille ne respectent les exigences du droit de Pennsylvanie. Ils affirment que la notion de fouille de sécurité a été étendue abusivement lors de la première perquisition et que la fouille d'inventaire a servi de prétexte pour découvrir des preuves sans contrôle judiciaire, hors de toute transparence procédurale. Ces arguments sont au cœur des motions to suppress déposées par la défense. Leur objectif est clair, faire exclure du procès le carnet, l'arme, les munitions et toute preuve dérivée de ces fouilles. Si le juge leur donnait raison, le dossier de l'accusation serait profondément fragilisé, voire amputé de ses éléments les plus déterminants. Mais l'affaire Luigi Mangione dépasse largement le cadre judiciaire. Pour comprendre pourquoi, il faut changer d'échelle d'analyse, quitter le terrain du fait divers pour entrer dans celui de la lutte des classes contemporaines. C'est précisément ce que propose le sociologue Nicolas Framont dans son ouvrage Saint Luigi, où il utilise cette affaire comme point de départ pour interroger la violence structurelle du capitalisme et les formes de résistance qu'elle engendre. Selon Framont, la lutte des classes n'est pas d'abord une bataille d'idées ou de discours, c'est une lutte des corps, une confrontation directe entre des corps protégés, soignés, prolongés, ceux des classes dominantes, et des corps usés, abîmés, fragilisés, ceux des classes populaires. Le capitalisme devient intimement insupportable lorsque cette inégalité se manifeste de façon tangible, physiologique, vitale. Cette violence n'est pas abstraite. Elle s'incarne dans l'allongement de la vie au travail, la dégradation des systèmes de santé, l'accès de plus en plus difficile aux soins spécialisés, les maladies non traitées, les dents qu'on ne soigne plus, les cancers diagnostiqués trop tard. Elle se lit sur les corps, elle s'accumule dans les chairs. Et lorsque cette violence touche les proches, lorsqu'elle menace directement la vie, il n'y a plus de compromis possible. Dans ce cadre, la notion de violence doit être renversée. La violence n'est pas seulement celle qui explose soudainement, spectaculaire, visible. Elle est aussi et surtout celle qui est planifiée, rationalisée, normalisée. Une violence exercée par la bourgeoisie à travers des réformes présentées comme nécessaires, des coupes budgétaires décrites comme responsables, des hausses de prix justifiées par des tableaux Excel et des présentations PowerPoint. Réduire les droits au chômage, augmenter le prix des médicaments, retarder des soins pour des raisons budgétaires. Ces décisions provoquent des morts, des suicides, des maladies évitables. Pourtant, elles ne sont jamais qualifiées de violentes. Elles sont administratives, techniques, neutres en apparence. A l'inverse, la réaction des dominés, lorsqu'elle prend une forme brutale, est immédiatement désignée comme une violence absolument scandaleuse. C'est ce double standard que Framont dénonce. Un monopole de la violence détenu par les classes dominantes, invisibilisées, légitimées, intégrées au fonctionnement normal du système, et une criminalisation immédiate de toute rupture venant d'en bas. Dans cette perspective, l'action directe apparaît comme un élément central de l'histoire sociale. Les grandes conquêtes sociales n'ont jamais été obtenues par le consensus ou la persuasion morale seule. Les congés payés, le droit syndical, la sécurité sociale ont été arrachés par des grèves dures, des affrontements, des situations où la bourgeoisie a eu peur et a dû lâcher du lest. La violence, ou plus précisément la menace de violence, joue ici un rôle stratégique. Elle rappelle à la classe dominante sa fragilité, son infériorité numérique, le fait que son pouvoir repose sur l'acceptation tacite, toujours révocable. L'assassinat de Brian Thompson, dans ce cadre d'analyse, agit comme un rappel brutal de cette fragilité. Les conséquences sont immédiates et concrètes. Des assemblées physiques sont annulées, des dirigeants se retirent de l'espace public, des portraits disparaissent des sites d'entreprise. La peur, même diffuse, même symbolique, produit des effets. Elle fissure l'assurance tranquille du pouvoir. Mais l'enjeu dépasse la peur. Il s'agit de désacralisation.
L'acte attribué à Luigi Mangione contribue à faire tomber le voile d'abstraction qui protège les dirigeants du capitalisme contemporain. Derrière les notions de marché et de flux financiers ou de décisions stratégiques, il y a des individus de chair et d'os, des individus qui prennent des décisions ayant des effets directs sur les corps, les vies et les morts. Cette désacralisation ouvre une brèche symbolique. Elle rend pensable l'idée que ces figures ne sont ni intouchables ni éternelles, qu'il est possible de les interpeller, de les contraindre, voire d'y mettre fin symboliquement. Il faut cependant insister sur un point central pour comprendre l'ampleur du soutien à Luigi Mangione. Il s'agit d'un geste isolé, sans affiliation partisane, sans appartenance syndicale, sans structure militante identifiable. Cette absence d'encadrement institutionnel renforce paradoxalement la puissance symbolique de l'acte. Dans un contexte de défiance massive envers les partis, les syndicats et les organisations traditionnelles, l'acte isolé apparaît comme plus authentique, plus lisible, plus directement connecté à la colère populaire. Il échappe au compromis, au calcul, aux désillusions accumulées. C'est ici qu'intervient la pop culture de la lutte sociale. Une culture faite de figures rebelles, de récits simples, de gestes frappants. Un langage émotionnel incarné, immédiatement compréhensible. Bien plus accessible que les discours théoriques ou les slogans institutionnels. Luigi Mangione s'inscrit dans cet imaginaire, qu'on le condamne ou qu'on le soutienne. Et cette dimension symbolique produit déjà des effets réels. Une libération de la parole sur les pratiques des assurances santé, des enquêtes journalistiques approfondies sur United Healthcare, des ajustements de communication et de prise en charge motivés moins par la morale que par la peur de perdre toute légitimité. L'acte, quel qu'en soit le jugement moral ou pénal, agit donc comme un révélateur. Il expose une violence systémique, longtemps rendue invisible. Il oblige à regarder en face la matérialité des rapports de classe. Et il pose une question dérangeante, que ni le procès, ni la condamnation éventuelle ne suffiront à faire disparaître. Jusqu'où un système peut-il dégrader les corps avant que la rupture ne devienne inévitable? Aujourd'hui, à ce stade, l'affaire Luigi Mangione est loin d'être terminée. Aucun verdict n'a été rendu, et pourtant, ses effets se font déjà sentir bien au-delà des salles d'audience. Les prochaines étapes du procès sont désormais clairement balisées. Aujourd'hui, 29 janvier 2026, date de sortie de cette vidéo, la défense doit déposer son mémoire écrit final concernant l'admissibilité des preuves contestées. Ces écrits porteront notamment sur la légalité des fouilles du sac à dos, sur les déclarations de Luigi et sur l'ensemble des éléments que l'accusation considère comme centraux à son dossier. L'accusation disposera ensuite d'un délai jusqu'au 5 mars 2026 pour répondre point par point aux arguments de la défense. Une dernière réplique de cette dernière interviendra dans les semaines suivantes. Cette séquence, largement technique, sera pourtant décisive. Elle déterminera quelles preuves pourront être présentées à un jury, et donc quelle histoire pourra être juridiquement racontée au procès. Le 18 mai 2026 constitue l'échéance la plus attendue. Ce jour-là, le juge Grégory Caro doit rendre sa décision sur l'admissibilité des preuves. C'est également à cette date qu'il prévoit de fixer officiellement la date du procès concernant le meurtre de Brian Thompson. Mais quelle que soit l'issue judiciaire, l'affaire Luigi Mangione a déjà dépassé le cadre du droit. Elle a mis à nu des fractures profondes entre institutions et citoyens, entre logique économique et corps vulnérables, entre un système de santé perçu comme rationnel et une population qui en subit la violence quotidienne. Luigi restera un symbole, un point de cristallisation de colère sociale longtemps ignorée. Le tribunal tranchera sur les faits, mais il ne tranchera pas sur le malaise qui a rendu cette affaire possible. Cette vidéo ne cherche pas à conclure à la place de la justice. Elle montre plutôt comment un acte isolé, condamné par le droit, peut révéler des violences systémiques normalisées. Comment un procès peut devenir un miroir, reflétant les contradictions d'un modèle économique, d'un système de santé et d'un rapport collectif à la vie et à la mort. Dans les mois à venir, des décisions seront rendues, des dates seront fixées et un verdict tombera. Mais une question demeurera bien au-delà du sort judiciaire de Luigi Mangione. Que fait une société lorsque trop de corps sont broyés trop longtemps par des systèmes présentés comme inévitables ?